Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler vraiment des éléments basiques de la sécurité fonctionnelle. L'objectif n'étant pas de faire tous ceux qui vont suivre cette chaîne des spécialistes en sécurité fonctionnelle. Moi, je n'en suis pas un. Par contre, je vais partager ici quelques éléments que j'ai pu obtenir tout au long de mon parcours. C'est vrai que je suis personnellement Certified Functional Safety Professional. Donc, on va en parler au niveau de la partie management des compétences. Donc, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je voudrais vous préciser que sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est automatisme, instrumentation industrielle, informatique industrielle. On a publié pas mal de vidéos, les nouveaux langages de programmation selon l'IEC 61499, les mesures analogiques, les services de mesures analogiques, comment choisir son matériel, la découverte de contrôle expert, et constitue contrôle expert, l'introduction de la programmation du M687, pas mal de sujets techniques. Les réseaux, notamment le profil bus, on a aussi abordé l'OPCUA. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à continuer justement à pouvoir travailler pour améliorer vos compétences. Alors, ici, on est sur une présentation assez synthétique. Comme j'ai précisé, la formation en sécurité fonctionnelle prend vraiment du temps. Personnellement, quand je regarde en fait ce qui est proposé, notamment sur les organismes de certification comme le TEV, c'est des sessions de minimum 5 jours pour faire à la fois l'examen et puis préparer. Donc, on ne va pas rentrer, vraiment, on va aller droit au but. On va on va rappeler quelques accidents industriels, on va présenter les différents standards qui existent en sécurité fonctionnelle. On va parler des CIF, on va parler du CIS et des exemples de CIS. Ça, ce sont des termes à la fin de la présentation, vous devez en être familier. On va parler du niveau de sécurité fonctionnelle SIL, la détermination du SIL, le cycle de vie des SIS, les contextes architecturaux, les spécialités des automates de sécurité et on finira par les compétences du personnel. Donc, à titre de rappel, dans l'industrie, il y a pas mal d'accidents qui ont déjà eu lieu. Ici, je présente la plateforme Pipe Alpha qui a totalement été détruite. Donc, c'était au Royaume-Uni, en mer du Nord. Et 167 personnes mortes sur 226, on a pu secourir 67 personnes. Et c'était lié à une erreur humaine. En 1988, l'équipe du matin a enlevé une vanne de sécurité essentielle depuis une pompe. Et donc, cette pompe devait rester justement hors service et consignée. Malheureusement, le second manager qui a pris les installations, il n'était pas au courant, il n'avait pas cette information qui n'était pas documentée. Et ils ont certainement dû essayer d'opérer la pompe. Il y a même une vidéo dessus qui a été faite en image pour pouvoir illustrer tout ça. Et voilà, ça a résulté à une explosion, puis une destruction de la plateforme. Avec tous ces morts, c'est pas un seul mort, c'est pas bon. Vraiment, la vie n'a pas de prix. Donc, quand on travaille dans l'industrie, on est dans un état d'esprit d'éviter tout accident possible, d'avoir vraiment des contraintes de conception assez sérieuses et strictes. On a aussi eu, en 2011, beaucoup se rappellent, il y avait un tremblement de terre, tsunami au Japon, avec la centrale de Fukushima. Donc, on sait que ça a empêché les générateurs primaires et secours, et ce qui a conduit à un problème dans le système de refroidissement qui lui-même a provoqué plusieurs explosions parce que ce sont des réactions exothermiques dans les centrales nucléaires. Donc, aujourd'hui, on sait, je ne vais pas revenir sur les conséquences. Donc, il y a vraiment, l'accident est réel et les accidents industriels, il y en a pas mal. Donc, la sécurité fonctionnelle, justement, a pour but de pouvoir mettre en œuvre toute une stratégie dans la conception des systèmes de sécurité instrumentés de manière à limiter les risques de réduire les risques vraiment à des niveaux tolérables. Après, on ne peut pas réduire le risque à zéro, ça n'existe pas. Et les sommes qui vont être consenties doivent faire l'objet justement des analyses. Parce que, voilà, si on travaille dans une industrie qui produit, je sais pas, du yaourt et tout, si une cuve se perce et le yaourt se verse, c'est pas la même contrainte qu'on est sur une plateforme et un séparateur de production se perce. Alors, au niveau des standards, il y a le standard qu'on appelle l'Umbrella Standard, donc le standard parapluie. C'est de ce standard que pas mal d'autres standards ont découlé. Je parle notamment de 61508.
Et il y a pas mal d'autres standards qui sont sortis dans les industries de procédés, par exemple Process Industry. On a la 61511, ce sont des standards de sécurité fonctionnelle. Hein. Dans la 61508, c'est la sécurité fonctionnelle aussi. La 61511, c'est la sécurité fonctionnelle, mais plus axée sur les industries de process. La 61513, c'est sur le secteur nucléaire. Après, il y a la directive machine. Il y a les machines où on a les standards, par exemple, ISO 13849. Donc, chaque standard définit un certain nombre de spécificités par rapport à l'environnement dans lequel il est déployé, etc. Donc, c'est en fait de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CIF? Retenez que CIF signifie Safety Instrumented Function. Donc, c'est une fonction qui a un but à remplir. On a par exemple un capteur de pression sur un réservoir et on souhaiterait que si on a une suppression du réservoir, qu'il faille certainement isoler, c'est-à-dire éviter que le fluide ne continue de rentrer dans ce réservoir. On va donc installer ce qu'on appelle un SIF, c'est-à-dire Safety Instrumented Function, qui va être composé de quoi? D'un capteur, d'un logic solver et d'un final element. Bon. La sécurité fonctionnelle est beaucoup documentée en anglais, mais on va essayer tout autour de cette présentation de pouvoir justement traduire le sensor, c'est le capteur, hein, vraiment le capteur de pression. Il va donner son information à un logic solver qui, en fonction de son programme, ça peut être une logique câblée, ça peut être un programme automate de sécurité qui va pouvoir maintenant agir sur un élément final. Donc, l'élément final a pour but de protéger l'installation contre une dérive, etc. Et le capteur va transmettre l'information. Le logic solver, c'est l'équipement qui va prendre la décision en fonction de l'information du capteur et il va piloter l'élément final. Donc, dans un système de sécurité instrumenté, on peut retrouver plusieurs CIF. C'est-à-dire, un système de sécurité instrumenté, c'est un ensemble de fonctions de sécurité instrumentées. On a par exemple une barrière immatérielle là, avec un logic solver qui va provoquer peut-être l'arrêt de la machine. Supposez que vous avez des éléments tranchants là ou bien en mouvement. On ne souhaiterait pas que quand des hommes entrent, qu'ils soient entraînés. On va donc installer certainement un relais de sécurité. Un peu par exemple, ça c'est un PILS. Hein. Certaines personnes ont dû le voir dans les machines. Et donc, quand la barrière va détecter qu'il y a un monsieur qui est passé ou bien une présence humaine, le but du solver logique sera justement d'arrêter. Donc, ça c'est un autre exemple de CIF. Donc, on a pas mal d'exemples ici. Là, vous avez par exemple une machine de palettiser, pour palettiser, hein, avec des barrières, vous voyez, on a l'appareil pareil, hein, avec un bouton d'arrêt d'urgence. Tout ça, c'est des CIF, là, c'est des relais de sécurité. Donc, il y a plein de CIF qui existent dans l'industrie, que ce soit l'industrie de machines ou bien l'industrie de process. Là, par exemple, on a un capteur qui est raccordé. On a des capteurs qui sont raccordés sur des automates et on vient piloter. On regarde un peu la combustion. C'est un autre exemple de CIS. Ici, parce que justement, on a plusieurs fonctions de sécurité. Alors, à quoi nous servent les CIS? Quand on évolue au niveau du process control, le but de l'automatisme de contrôle, c'est de maintenir le procédé dans des limites normales. Donc, il va maintenir par exemple le niveau d'un fluide, va maintenir la température, etc. Sauf que il peut y arriver des dysfonctionnements. Par exemple, vous avez une vanne de régulation qui ne marche plus, un câble qui est coupé et tout. Qu'est-ce qui va se passer? La grandeur qui est contrôlée va donc dépasser cette limite. Et on va rentrer maintenant dans une autre zone qui devient dangereuse. Alors, on aura bien évidemment une process alarme qui va venir au niveau de l'opérateur venant du Basic Process Control System. Et le système de sécurité, lui, il agit dans cette zone. C'est-à-dire que dès qu'il a atteint, la variable contrôlée a atteint un certain niveau, il va donc déjà initier un alarme et puis il peut provoquer justement des arrêts d'équipement, arrêts de process, etc. C'est ça qu'on appelle du process shutdown et de l'emergency shutdown. Donc l'emergency shutdown est au-dessus du process shutdown. Parce que si vous avez par exemple une installation où vous avez des pompes qui elles-mêmes sont protégées par des capteurs de température et tout, vous êtes d'accord avec moi que si vous avez une détection de gaz dans l'environnement, ce n'est pas que l'arrêt de la pompe qu'il faudra faire, il faudra certainement arrêter toute l'usine. Et dans le cas d'espèce, il faut un système qui soit plus robuste, qui va prendre des informations et puis qui va agir. Donc, là, on est dans la partie des systèmes. Et quand on n'a pas pu gérer cette situation, on entre maintenant dans des
des couches de mitigation pour limiter les effets. Donc, on a des couches de protection actives, par exemple les soupapes, les DIC qui permettent justement les disques de rupture. Et puis quand ça continue de monter, on a maintenant l'emergency response layer où on peut décider d'abandonner la plateforme, etc. en fonction de l'environnement et de l'industrie dans laquelle on travaille. Donc, là, c'est le même schéma qui a été repris pour préciser. On commence par le Basic Process Control System qui est dans cette zone-ci, c'est-à-dire il est designé. Ensuite, on a des alarmes critiques. Et si on sort des alarmes critiques, on a maintenant les systèmes instrumentés de sécurité, après les dispositifs de réponse, etc. Donc, c'est la même chose que le graphique précédent. Il existe plusieurs exemples de 6. On a par exemple les Emergency Shutdown System, les Process Shutdown System, les Fire and Gas System. Ça, c'est juste pour votre information. Donc, maintenant, on va parler des niveaux de sécurité fonctionnelle. Le PFD, c'est quoi? C'est le Probability Failure on Demand. En général, on parle de Probability Failure on Demand moyen. C'est une grandeur qui se calcule en fonction du taux de défaillance. Par exemple, ici, on a les défaillances qui ne sont pas détectées. On a le PFD qui va être sensiblement égal au taux de défaillance multiplié par le mean downtime. Le mean downtime, c'est la durée pendant laquelle l'équipement, justement, il est down, c'est-à-dire qu'il n'est pas fonctionnel. Alors, donc, ça s'obtient par la multiplication du taux de défaillance par la moyenne de temps pendant lequel l'équipement n'est pas fonctionnel. Le SIL, c'est le Safety Integrated Level. Il s'applique à toute la boucle et non aux composants individuels. Donc, ne venez pas me dire, j'ai un automate SIL 3. Ça ne veut rien dire. En sécurité fonctionnelle, on peut parler de la capacité d'un composant. C'est-à-dire, on peut dire qu'il est SIL 3 capable. Ça veut dire qu'il est capable d'être utilisé dans les applications de sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau SIL 3. Mais le SIL en lui-même, il s'applique à toute la boucle qu'on a présentée qui contient le capteur, le logic solver et le final element. Donc, c'est toute cette boucle-là qui a un niveau de sécurité fonctionnelle. C'est une donnée quantitative. Il ne se limite pas qu'au PFD parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte comme les contraintes architecturales. Alors, architecturales, autant pour moi. Quand on est en low demand, c'est des applications de sécurité fonctionnelle sur laquelle la fonction de sécurité fonctionnelle n'est pas permanemment sollicitée. Par exemple, sur les industries process pétroliers de base, on n'a pas, voilà, on ne s'attend pas à ce que les ventes de sécurité puissent se fermer chaque jour, bien chaque heure, etc. Non. Mais si vous êtes par exemple sur une chaudière et que vous avez un contrôleur de flamme, vous voyez que le contrôleur de flamme, pendant qu'il évolue, il faudrait que la sécurité soit permanemment, en fait, la fonction est permanemment demandée parce que il suffit que la flamme dérive pour qu'on se retrouve justement avec l'accident. Donc, cette définition ici qui est présentée dans ce tableau ne concerne que des applications de sécurité fonctionnelle en low demand. Et donc, on dira qu'un système est certifié SIL 2 si la probabilité qu'un SIF est SIL 2 n'est pas certifié, autant pour moi. Une fonction de sécurité est de niveau SIL 2 si son PFD, c'est-à-dire la probabilité de défaillance, se situe entre 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 3. C'est-à-dire que la probabilité pour qu'il tombe en panne au moment où il est demandé est supérieure à 10 puissance moins 2 et inférieure à 10 puissance moins 3, ce qui convient à un facteur de réduction du risque entre 100 et 1000. Le facteur de réduction du risque ARF, Risk Reduction Factor, n'est rien d'autre que l'inverse du PFD. Voilà donc. Alors, ici, plus on monte au niveau du SIL, plus on a de l'intégrité et des exigences strictes. Comment est-ce qu'on détermine le SIL? Il faut définir déjà les limites de tolérance selon les standards de l'entreprise. En général, il y a des recommandations qui sont faites au niveau des instances internationales, mais chaque entreprise a justement ce qu'on appelle ses cibles, ses target cibles, deliverable target. On doit calculer la demande de la fonction. Ça veut dire que à quelle fréquence mon événement dangereux peut justement apparaître. Et donc, avec ces deux éléments, on calcule le PFD et on détermine le SIL. Si on prend un exemple,
On a une zone de process qui est fréquentée par exemple 2 heures par jour. Fréquentée, ça veut dire qu'il y a un homme dans la zone 2 heures par jour. Et on se dit par exemple qu'un déversement de matériel acoustique entraînant la mort d'un opérateur peut être causé par les différents éléments suivants. On peut avoir une rupture de réservoir, on peut avoir une différence du système de contrôle-commande, on peut avoir la différence du transmetteur, on peut avoir la rupture de la tuyauterie. Et pour chacun des éléments, on a donné le taux de défaillance. La rupture du réservoir peut par exemple apparaître 3 10 puissance moins 6 par an, défaillance système de contrôle 0.1, etc. Comment on fait pour déterminer, si on veut installer par exemple ici une fonction de sécurité qui va éviter le déversement de matériel acoustique qui peut entraîner la mort, quelle doit être l'exigence justement au niveau de cette fonction de sécurité? Quel doit être son niveau de SIL? Est-ce qu'on doit venir directement dire qu'elle doit être SIL 3? Non, ça ne se fait pas des calculs. Dans l'exemple ici, il faut déterminer la fréquence de l'événement dangereux comme on a dit. Et donc, la fréquence de l'événement dangereux, c'est quoi? FD sera égal à FP, qui est la fréquence multipliée par la fréquence de défaillance. C'est-à-dire, FP, c'est la présence. Hein. Il est présent combien de fois donc? Parce que pour qu'il y ait déjà mort, il faut qu'il soit présent. Alors, on va dire qu'il est 2 heures par jour. Donc, sur une année, ça fait 2 heures fois 365 jours divisé par 24 heures par jour par 365. Donc, on va se retrouver à pratiquement 0,0833 par année. Et la défaillance, ici, c'est un des cas ici qui peut être défaillant. Donc, on va faire une somme. C'est les formules de probabilité. On va faire une somme. Et on va donc trouver un FD de 9,53 10 puissance moins 3. Donc, c'est-à-dire que la somme de toutes les défaillances multipliées par la probabilité dans 0,0833 multiplié par 0,1145. Si on considère donc ici qu'on a une fréquence tolérable de 10 puissance moins 4, qu'on ne souhaiterait pas que par an on ait une fatalité, que la probabilité qu'on ait une fatalité par an soit de 10 puissance moins 4, alors PFD égale à FT divisé par FD, qui est égal à 0,0104. Quand on fait l'inverse, on a un facteur de réduction de 95. Et vous allez donc vous rendre compte que on tombe ici, dans cette zone-ci, où on a donc besoin d'un SIL 1. Donc, s'il faut installer justement un système, une fonction de sécurité fonctionnelle pour éviter ce déversement acoustique, il faudra qu'elle soit minimum SIL 1 par rapport aux éléments qu'on a à notre possession. Donc, comment est-ce que se passe le cycle de vie des SIS? On commence par le conceptual du process design, c'est-à-dire qu'il faut avoir les éléments du process. Ensuite, il faut faire la ZOP, le process hazard analysis, pour faire la ZOP, c'est-à-dire identifier tous les risques en fonction de l'évolution des fluides, est-ce qu'on a plus de débit, moins de débit, etc. Ensuite, il faut faire la layer of protection analysis et définir dans les agents du SIL, les fonctions du SIS, définir les targets du SIL, développer la Safety Requirement Specification, effectuer les calculs quand on est en design, installer, ensuite opérer, maintenir, et puis s'il y a des changements, il faut gérer. Donc voilà en fait l'extrait du standard. C'est un peu fait comme ça. Et là, on a une légende où on sait qu'il y a des éléments qui relèvent du process engineering, tout ce qui est vers l'allocation des safety functions, tout ça c'est le process engineering. Ensuite, l'INC, Instrument Control Engineering, commence au niveau de... On a fait aussi au niveau de l'hazard, etc. Chacun a son rôle à jouer. Le design, par exemple, aussi, il y a le software engineering. Au niveau de la partie du software qui gère le SIS, il y a le commissioning, il y a le functional safety management. Donc voilà globalement le cycle de vie des systèmes instrumentés de sécurité. Et au niveau de la contrainte architecturale, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de ne pas se fier aux éléments de fiabilité qui sont donnés par les fabricants. Parce que si vous vous fiez uniquement à ça, vous n'allez pas avoir un design qui soit robuste. Donc le but du jeu, c'est de déterminer la safe failure fraction, parce que dans une fonction de sécurité, on a justement dans les statistiques, on a les défaillances qui peuvent être détectées. Lambda DD, c'est dangerous detected, c'est-à-dire c'est dangereux, parce que ça peut causer un accident, mais par contre c'est détecté. On a ce qui est safe et on a ce qui est dangereux, undetected. Et la safe failure fraction, c'est le pourcentage en fait de ce qui est safe par rapport à ce qui est safe et ce qui est dangereux détecté par rapport à tout ce qui à toutes les défaillances. Donc, c'est un pourcentage. Et là, par exemple, si on prend la route 1H du standard 61508, il va par exemple vous dire que si vous avez un device de type B et que
vous avez un safe failure fraction qui est inférieur entre 60 et 90%. Si vous avez l'exigence SIL 1, vous avez une hardware tolérance de 0. Par contre, si vous avez une exigence SIL 2, vous ne pouvez pas vous fier à un seul élément, il faudra au moins hardware tolérance. Ça veut dire que vous aurez utilisé justement un voting qui vous permet que si un des capteurs est défaillant, qu'on puisse justement se focaliser, enfin, s'appuyer sur le deuxième. Donc, on ne peut pas justement se baser uniquement du PFD. Il faut tenir compte aussi de cette autre exigence. Par exemple, voilà la fiche, le certificat d'un équipement, c'est un relais. Vous voyez ici la Systematic Capability. On ne parle pas de SIL 3 Certified. On dit il est SIL 3 Capable. Donc maintenant, en fonction de la Safe Failure Factor, vous allez regarder est-ce que je dois être dans une configuration d'avoir 2 relais, par exemple, pour une application ou pas. Maintenant, on va regarder les spécificités des automates de sécurité. Sur les automates de sécurité, on va par exemple prendre le Modicon, le Schneider. Donc, ici, on a la datasheet de l'automate de sécurité. Ici, voilà. Bon, c'est marqué Safety Seal 3. Ça ne veut pas dire que c'est certifié C3. On l'a expliqué. Par contre, on va regarder ce qui peut être intéressant. Regardez par exemple les certifications du produit. On a une certification TUV. On a une certification TUV du produit. Et au niveau des niveaux de sécurité, il vous dit qu'il peut être SIL 3 conformément à 61508 et à 61511. Voilà, donc si vous avez des applications de sécurité fonctionnelle, vous pouvez utiliser cet automate-là jusqu'au niveau du SIL 3 par rapport à ces standards. Et il y a des exigences. Hein. Par exemple, ici, si vous êtes dans SIL 3 haute disponibilité, on vous dira que pour les sorties Tor, vous devez utiliser 2 sorties qui vont commander un même actionneur. Et donc, vous devez avoir au niveau de vos cartes, utiliser les mêmes sorties pour le même actionneur. Donc, il y a des règles qu'il faut tenir compte dans le safety manual. Au niveau des compétences du personnel, l'exigence de la CIL, c'est que les personnes, les départements, les organisations qui sont impliquées dans le cycle de vie de sécurité doivent être compétentes pour effectuer les activités pour lesquelles elles sont responsables. Et ça intègre tout. Si vous faites du programme, du développement des applications sur les automates de sécurité, vous devez être compétent pour le faire. Et vous devez comprendre ce que c'est que la sécurité fonctionnelle. Chaque ligne de code que vous écrivez, vous devez savoir quelle peut être la conséquence de cette ligne de code. Ça, c'est l'exigence liée au standard. Et donc, les différents points qu'il faut savoir, c'est identifier donc ces compétences-là, définir le niveau de compétences et évaluer les ressources qu'on a par rapport à ces exigences. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs organismes qui font des certifications. Il y a le TUV Sud, il y a le TUV RELAND, il y a la Exida, etc. Moi, personnellement, si je viens sur le tracker là, on va regarder Certificate Tracker. Certificate Holder, autant pour moi. Donc là, je suis sur le site de Exida, Exida CFSE. Donc, je vais taper mon nom là, par exemple. Je vais taper mon nom. Et vous voyez que je suis dans la base de données et j'ai une certification en Automation Cyber Security et j'ai une certification en Process Safety. Donc, c'est ça, le CFSP, c'est Certificat Functional Safety Professional. Donc, j'ai ces certifications qu'on m'a données parce que j'ai satisfait aux exigences qui ont été demandées et passé l'examen. Et donc, aujourd'hui, c'est un élément qui peut être utilisé justement pour définir le fait que je suis au minimum au parfum de ce que c'est que la sécurité fonctionnelle, les pratiques qui peuvent être mises en place, le cycle du produit, les niveaux de CIL, etc. Donc, c'est pas n'importe qui vient, qui travaille chez CSC Automation, justement. On a ces personnels-là qui ont cette culture, qui ont tout ce qui est nécessaire d'un point de vue technologie, savoir et tout, pour pouvoir mener à bien vos projets. Si vous avez un projet en sécurité fonctionnelle, n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un pouce bleu, partagez massivement, abonnez-vous à la chaîne.